Le premier sujet, c'est la sécurité. Stade, pas stade, et la violence qui gangrène le football depuis des mois, c'est cette guirlande d'événements qui vont de ce qui s'est passé à Nantes, au petit Enzo à Ajaccio, à Charletti, Lyon PFC, à Bordeaux-Rodez, à Nice OM, à OL OM avec la cristalline sur la gueule. Voilà, ça, ce sont deux choses qui sont complètement différentes. Mais comme les pouvoirs publics savent qu'ils se sont plantés hier sur le parcours du car, sur la sécurité, sur la fausse excuse comme quoi Marseille est en travaux et donc il n'y avait pas moyen de faire autrement, eh bien, ils ont déporté ça très vite sur les supporters lyonnais fachos et tu verras qu'il ne se passera rien et qu'on ne tirera pas les enseignements de ce qui s'est passé. Parce que dans le football, c'est toujours comme ça. On ne prend jamais de sang, on ne fait jamais rien. Est-ce que le président de la LFP a réagi à ce qui s'est passé hier ? Est-ce que vous l'avez entendu ? Ah non, il a envoyé son Arnaud Rouget, le numéro 2. Arnaud Rouget, son directeur Donc, général. Ouais. Pour un événement aussi grave, le patron du football français n'intervient pas. Il n'est pas là. Comme il n'est pas intervenu à l'époque de la bouteille d'eau, comme il n'est pas intervenu pour les incidents à l'Alliance Riviera, il n'existe pas. Ça ne l'intéresse pas. Lui, tout ce qui l'intéresse, c'est d'essayer de vendre les droits. Pour le reste, la gestion du football professionnel, ça ne l'intéresse pas. Et les dirigeants, qu'est-ce qu'ils font ? C'est sans arrêt porter la responsabilité sur les autres. Aulas, qui n'est plus président de l'OL, a passé la journée à faire des tweets pour accuser les dirigeants marseillais de mal avoir géré leurs supporters, même si c'est en dehors, il fallait qu'ils les gèrent. Je souligne quand même la très bonne intervention de Pablo Longoria hier, qui lui a été à la hauteur, en allant voir l'entraîneur, en disant évidemment que personne n'a envie qu'on joue ce soir. C'était évident, encore fallait-il le faire, puisque John Textor, lui, a quand même paru assez perdu dans cette ambiance. Oui, les explications de Textor se tenaient quand même quand on l'a entendu hier soir. Hein. Je t'assure qu'il a été quand même assez perdu parce que, en tant que président, même dire au début on voulait jouer ou on voulait pas jouer, en fait, ce que ça a traduit tout ça, c'est le bordel dans le club, à savoir que le vestiaire n'est pas foutu de se mettre d'accord. Parce qu'à partir du moment où l'entraîneur il a expliqué j'ai consulté et évidemment la meilleure décision était de pas jouer. Il n'a pas consulté, c'est le patron. Il est là, il voit son entraîneur qui a été agressé, il dit on joue pas. Il n'a pas à dire la casette, qu'est-ce qu'on fait, machin, ci, cela. Point sur les joueurs et les présidents et les entraîneurs. Donc en fait, moi je trouve quand même que cette histoire des joueurs. Et ensuite, on accueille notre invité qui nous attend. La consultation là, des joueurs, tu sais, on doit demander les joueurs. Mais attendez, hier, tu n'as même pas demandé aux joueurs. Hein. Hier, tu dois dire. Je suis d'accord avec non, toi. mais c'est un truc de dingue ça. On dit est-ce que les Lyonnais veulent jouer ? Peu importe, même s'ils avaient eu envie de jouer, il y a une autorité qui doit être la LFP qui doit dire non, mais il n'y a pas de match. Hein. C'est pas possible de jouer dans ces conditions. Après, il y a quand même la sécurité publique, l'évacuation, tout ça doit être pris en compte. Mais maintenant, ce truc complètement artisanal, amateur, qui consiste à dire qui est prêt à jouer ? Vous, ok, vous êtes prêts ? Alors si vous êtes prêts, on va en discuter. C'est pas possible. Et les mecs, c'est pas eux de décider. Ce n'est pas eux de décider. Voilà. Après, juste un point sur la LFP. Le communiqué, en dehors du fait que Vincent Labrune n'a pas réagi en personne, le communiqué lui-même a été très froid, pas du tout empathique. Le premier communiqué, celui de la LFP hier soir, qui disait que le match était annulé, point, sans vraiment préciser et spécifier, si tu veux, quels étaient les actes qui avaient présidé à cette annulation, à savoir des actes incroyables, le caillassage du bus en question. Sacha Houlier est avec nous, député Renaissance, qui a coécrit il y a quelques mois, maintenant ça date, il y a même quelques années, qui a coécrit un rapport à l'Assemblée nationale justement qui défendait les supporters avec à l'époque un travail de fond pour améliorer les rapports supporters-club, améliorer les rapports avec les préfectures, favoriser les déplacements, réintroduire les fumigènes. Sacha Houlier, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être dans l'after. J'imagine que ce qui s'est passé hier soir fait écho à tout le boulot que vous avez fait avec vos collègues il y a quelques temps maintenant. Comment est-ce que vous avez vécu tout ça ? Et est-ce que vous êtes étonné par ce qui s'est passé ? D'abord, moi, je suis un peu triste parce qu'on s'appelle que quand il y a des situations un peu chaotiques. Et j'aimerais pouvoir parler avec vous de foot, y compris parce qu'on se faisait un régal de voir le match. Ce qui m'intéressait aussi, c'était que la préfète de police avait pris son risque à Marseille. Elle a fait un travail en amont qui était un gros boulot pour organiser le déplacement des supporters lyonnais, c'est-à-dire consulter les clubs, consulter les groupes de supporters, enfin les groupes légaux, vous en avez
Vous en avez parlé juste avant mon arrivée. Et puis, elle avait organisé. Alors, ce que je sais, c'est qu'elle a fait toutes ces réunions. Ce que je ne sais pas, mais ce que je suppose, si elle a suivi toutes les préconisations qui étaient celles qu'on avait faites, c'était que toutes les questions d'organisation de sécurité, le nombre de policiers présents, ça c'était plutôt un vu avec l'OM, et notamment pour les charges qui sont à la charge du club, ensuite pour régler. Ou ensuite, le parcours des bus devait être vu avec eux. Le problème, c'est que dans tout ça, on ne peut pas interdire la bêtise, parce que c'est de ça dont il s'agit pour ces types-là, et que heureusement, il y a quelques interpellés qui, au fur et à mesure, font qu'on arrive à avoir des actions publiques qui sont plus performantes, parce qu'en dehors de sanctions pénales, à titre principal, c'est-à-dire des condamnations amendes, peines de prison, etc., et des peines complémentaires, c'est-à-dire interdiction de stade pour une durée de 5 ans, puisque c'est la peine maximum, c'est tout ce qu'on va pouvoir prononcer. La seule chose dont on peut satisfaire, c'est plusieurs éléments. Un, qu'il y a eu peu d'incidents dans le stade en dehors du comportement des supporters lyonnais que vous avez décrit. Qu'une fois que la décision... Ouais, on y reviendra, parce que nous, on a assisté à des choses entre justement les supporters lyonnais dans leur parquage et le virage marseillais qui était juste à côté. Sur l'escalade des grillages. Ouais, l'escalade, effectivement, oui, les grillages ont joué leur rôle, mais c'était juste, les stadiers étaient en nombre restreint, c'était très très chaud. Donc, moi, ce match-là, pour y avoir été avec Gilbert hier, ce stade, honnêtement, on a frôlé autre chose. Je pense que s'il n'y avait pas eu cette histoire du bus et de Grosso et qu'on avait lancé le match, sachant que les supporters étaient chauffés à blanc côté le Lyonnais et Marseillais, et ce qui s'est passé sur ce filet-là, je pense pas que ce soit rien du tout, quoi. Mais bon, je vous laisse poursuivre. À ce stade et de ce qu'on a constaté lors de la rencontre, il y a eu ces incidents qu'on a constatés, mais qui étaient presque les minimes par rapport à ceux qu'on a déplorés en dehors du stade. Après, il y a eu une évacuation. D'abord, il y a eu la procédure qui était celle héritée du Marseille-Nice, du Nice-Marseille, pardon, du Lyon-Marseille, c'est-à-dire un arrêt du match décrété par l'arbitre, qui est la personne qui en dernier ressort décide ou pas de la tenue du match. Donc c'est aussi un héritage de ce qui s'est passé au préalable. Et puis une évacuation du stade, 65 000 personnes qui sont évacuées. Sans autre type d'incident, c'était quand même oui, c'est vrai que un pari à ce moment-là. Même s'il y a eu des tensions en dehors du stade, avec quelques bagarres et échauffourées avec la police. Ouais, mais il y a eu aussi des petites choses, parce que les barrières de sécurité, vous savez, qui sont mises à l'entrée, normalement, pendant le match, sont enlevées pour la sortie, justement. Bon, la rapidité des choses. Un peu plus loin maintenant. Mais c'est vrai que sur l'évacuation, il faut le signaler, parce que c'était l'une des craintes de la préfète des Bouches-du-Rhône, la préfète de police, qui, elle, souhaitait pour cela que le match puisse se jouer dans un premier temps. L'évacuation a été faite dans le calme. Flo, Sacha Oulier a beaucoup bossé sur les déplacements de supporters. On avait une époque où systématiquement les préfets, par précaution, disaient « Oh non, interdiction, comme ça en gros, j'ai pas d'emmerde, je me couvre, c'est bon, on est tranquille ». Bon, il y a un travail de fond qui a été fait, que vous avez initié avec votre groupe, qui a bossé là-dessus. Là, on a l'impression quand même que maintenant, inévitablement, il va y avoir un retour en arrière. Là, ça va être évidemment très simple pour les préfets de dire écoutez, zéro risque, vous avez vu ce qui s'est passé à Marseille, on interdit. Et autre question, est-ce qu'il faut interdire désormais, vu le contexte général de c'est 4 sur 5, peut-être qu'on peut se dire que les flics ont autre chose à faire et que s'ils n'avaient pas été justement en charge de gérer les supporters lyonnais, ils auraient pu peut-être éviter le cassage du bus. Non, mais alors, ça, malheureusement, aujourd'hui, moi, je suis obligé de vous donner raison, parce que nous, on a beau faire tout notre possible pour dire aux préfets qu'il faut organiser. Si en plus les préfets prennent ce risque-là, et encore une fois, moi, je suis reconnaissant à la préfète de police de Marseille, qui est d'ailleurs une très grande professionnelle dans son secteur, d'avoir fait en sorte que ça se passe pour le mieux, de ne pas y être parvenue avec tous les risques qu'elle prenait pour elle. Évidemment, ça va pas motiver ses collègues à faire différemment. La difficulté qu'on va avoir, c'est qu'on peut décider ça pour les matchs du championnat de France, on ne peut pas le décider pour l'UEFA. L'UEFA va nous imposer, lorsqu'il y aura des déplacements pour la Champions League, pour la Liga Europa, pour la Conference League, l'organisation des déplacements. Ce qui fait que vous avez eu par exemple des déplacements pour le PAOK à Marseille, vous avez des déplacements pour l'Eintracht à Marseille également, vous aviez eu ce déplacement à Cologne qui s'était très mal passé aussi à Nice.
où on avait vu des désordres dans le stade. Et donc, en fait, la difficulté de faire ceinturer bretelles sur des matchs de championnat, c'est de se trouver ensuite démunis lorsqu'on se retrouve sur les matchs de Coupe d'Europe. On s'adaptera, monsieur le député, et puis voilà. Hein. Mais moi, c'est sur quoi, pardonnez-moi, hein, mais c'est très bien, on sait le travail que vous avez fait là-dessus, mais j'aimerais vous entendre, puisque ce sont des questions qui vous intéressent. Vous dites depuis tout à l'heure, la préfète, elle a bien bossé, machin, tout ça. Moi, je ne sais pas qui était chargé de gérer le trajet du car, mais c'est un scandale. C'est pas possible. Normalement, un trajet de car d'un point A à un point B, le car ne doit jamais s'arrêter. Là, il a été arrêté. Soit il a été arrêté à dessein par quelqu'un qui a voulu que ça s'arrête, soit parce que c'était mal organisé. Mais c'est à cause de ça aussi qu'on a eu le caillassage. Donc, ça a mal été organisé. Je suis désolé, les pouvoirs publics ont mal bossé. Et le ministre de l'Intérieur qui dit ce matin c'est au club de gérer ses supporters alors qu'on est à 200 mètres en dehors du stade, ça non plus, ça passe pas. Donc les pouvoirs publics, en l'occurrence, ont failli. Certes, il y a une bande d'abrutis qui achetaient des trucs sur le car. Ça, évidemment, eux, si encore on était capable dans ce pays d'attraper les gens et de les sanctionner lourdement, si justice travaillait bien, ce serait pas mal déjà. Mais surtout, si en amont, ceux qui sont chargés de tracer une route pour un car, comme ça se fait dans tous les pays où on écarte les supporters très très loin, comme ça se fait à Madrid, à Rome, à Milan, partout, on écarte, on déblaye. Si on n'est pas foutu de faire ça, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait des problèmes après, hein, pardon, mais... Moi, je suis d'accord avec 2 points sur 3 que tu as développés, Daniel. Le premier point, c'est d'abord que c'est effectivement un sujet de voie publique, donc c'est la compétence de la préfecture de police et la forcellerie du ministère de l'Intérieur. Ça, il n'y a pas à transiger sur cette question. On n'est pas sur une question de responsabilité de l'organisateur de l'OM. Ensuite, sur le deuxième point, c'est que pour le coup, sur la justice, on va parvenir à le faire parce que pour le coup, on a des circulaires assez fortes du ministre de l'Intérieur avec des procureurs qui s'en chargent. Je crois que le procureur de Marseille était très clair. Et par ailleurs, depuis les émeutes urbaines de cet été, on a des applications et des réquisitoires et des comparutions immédiates et des peines prononcées en prison ferme dès le premier incident et des peines complémentaires de privation de droits civiques ou alors là de privation de match qui sont à la hauteur. J'espère qu'on sera à la hauteur là-dessus. En attendant, moi, le procureur, je l'ai juste entendu dire là, ouais, mais c'est parce que Marseille, il y a des travaux. Non, alors, je suis désolé, ça n'a pas été entendu, ça. Non, il y a un truc à Marseille, on l'avait relevé dans en fait, les conclusions de notre rapport. Les stades, ils ont été construits pour l'Euro de 2016. Or, dans les stades de l'Euro 2016, c'est dans l'idée dans laquelle tout est fluide et tout le monde peut se rencontrer. Ça marche si vous avez des gens qui sont intelligents entre eux. Si les mecs ils veulent forcément découdre. Ça marche pas. Non, ça marche pas. Donc, le Paris Saint-Germain a pu revoir son stade et les supporters rentrent de façon isolée, comme ce que tu avais décrit. C'est pas le cas à Marseille où il y a 2 coudes à 90 degrés. Donc, en fait, on est obligé de faire passer l'écart par des endroits où la manœuvre peut être fait qu'à basse vitesse. Et à partir de là, c'est là où il y a les guet-apens qui sont possibles. Les supporters sur place le savent. Alors, il y a 2 solutions. Soit on ne fait pas de déplacement, soit on surprotège en termes de force de l'ordre ce côté-là. Mais après, on a deux éléments. Soit c'est-à-dire que où on met beaucoup de force de l'ordre, mais sa coteur, il risque de dire non. Soit on les concentre sur les 2 zones qui sont les plus difficiles, les 2 coudes à 90 degrés qui permettent l'accès au stade. En revanche, ça veut dire qu'il y a d'autres endroits où ils seront pas présents et après on se met en risque sur ces zones-là. Donc c'est un peu la difficulté aujourd'hui. Sachant que sur les policiers et les gendarmes qu'on met en place aujourd'hui, ils viennent de sortir des émeutes, de la Coupe du Monde de rugby. On essaie de les préserver en attente des Jeux Olympiques. Donc on est sincèrement à flux tendu sur ce sujet. L'intérêt peut-être juste pour finir là-dessus, est-ce que si justement on empêche les déplacements de supporters, notamment dans les matchs à haut risque comme celui-ci, ça ne permet pas de redispatcher les forces justement pour le quart de l'équipe, parce qu'il restera toujours un problème pour le trajet du quart de l'équipe adverse. Oui. Alors après, il y a quelque chose qui est fait et que parfois refusent les clubs. C'est le cas pour l'Olympique de Marseille, pour l'Olympique Lyonnais, pardon, mais ça c'est un héritage de Jean-Michel Aulas. L'Olympique Lyonnais se déplace toujours avec son bus siglé. À l'inverse, par exemple, les Marseillais, quand ils vont notamment à Paris, ils prennent un car qui est neutre et donc qui ne se voit pas et qui permet un peu de faire un leurre pour les supporters adverses. Dernière question, Sacha Houlier. On connaît bien tous l'environnement autour du Vélodrome, on y allait plein de fois, on sait que c'est souvent un peu chaotique. Là, sur le boulevard Michelet, il y a plein de buvettes, il y a plein de monde, il y a des gens qui arrivent très tôt dans l'après-midi. Est-ce que là aussi, il n'y a pas un travail à faire parce qu'on sent quand même une excitation générale, ça devient un peu la zone de non-droit, là, le boulevard Michelet devant le stade.
Ouais, alors ça on peut aussi, on a essayé à différentes reprises, on déplace un peu les problèmes parce que alors la seule chose c'est de faire une fouille qui soit un peu en amont du stade pour éviter les jets de projectiles, notamment les canettes de bière. En revanche sur l'alcoolisation des gens ou sur le fait qu'ils consomment du stupéfiant, du cannabis pour le dire parce que c'est quand même l'odeur qu'on sent dans tous les stades de tout à football fait. de France. Hein. Non, mais si on se dit les choses, c'est un petit peu ça. On sait que de toute façon ils peuvent fumer avant et que même s'il y a des fouilles très contrôlées, moi j'ai vu des fouilles à Marseille, à Paris, à Lyon, où dans les chaussettes, on retire y compris des joints et que c'est des gens qui en ont encore dans les stades. Donc là-dessus, encore une fois, c'est comme la bêtise. Hein, interdire toutes ces substances qui, à la fin, se retrouvent quand même ou dans les stades, ou aux abords, ou avant ou après. On n'y arrive pas. La seule chose qu'on peut faire, à la limite, c'est d'écarter les individus les plus alcoolisés lors de la fouille d'entrer dans les stades. On y procède de plus en plus. Et après, ça crée des tensions autour du stade. Et ça avait été fait sur certaines rencontres, avec après des gens qui forçaient le passage, comme ce qu'on a vu sur certaines images, c'était il y a un peu plus d'1 an.